Mais tout de suite, c'est l'invité de Paris Direct. Et aujourd'hui, c'est vous, François Gemenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Avec vous plaisir. êtes chercheur, spécialiste du changement climatique et des questions migratoires. Vous êtes membre du GIEC. Et vous co-signez cet atlas de l'Anthropocène, dont la deuxième édition actualisée, qui est ici, vient de sortir aux presses de Sciences Po. Anthropocène, François Gemenne, de quoi parle-t-on? Alors c'est un mot qui peut sembler un peu compliqué, mais qui en réalité est plus simple qu'il n'en a l'air. L'Anthropocène, c'est tout simplement une nouvelle période géologique dans laquelle nous sommes entrés et qui est caractérisée par le fait que nous sommes devenus, nous les humains, sommes devenus les principales forces de transformation de la planète. En d'autres termes, l'Anthropocène, c'est l'âge des humains et c'est un terme qui recouvre toutes les composantes de la crise écologique que l'on connaît et qui est malheureusement une transformation durable de la planète. Voilà, vous passez en revue effectivement les effets des transformations provoquées par les humains sur la Terre avec une échelle du temps qui est capitale et vertigineuse. Effectivement, parce que on avait parfois tendance à imaginer que finalement nous étions de passage sur cette planète et puis que la planète se remettrait bien de notre passage. Ce que l'Anthropocène nous dit, c'est que nous allons laisser une trace durable. Et c'est particulièrement vrai pour le climat, par exemple. Beaucoup de gens s'imaginent encore que si nous menons une action suffisamment radicale pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on s'imagine volontiers qu'on va retrouver le climat qu'on connaissait il y a 20 ou 30 ans, alors que nous avons transformé le climat pour des centaines d'années. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est ça que nous dit l'Anthropocène. Et puis il y a ce que vous appelez la grande accélération, c'est-à-dire que le fait que tous ces changements qui ont eu un effet sur le climat ont commencé quoi, il y a une cinquantaine d'années? Effectivement, se sont accélérés de façon subite et singulièrement après la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que si on prend le climat, par exemple, qui donc est contrôlé par la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, pendant des milliers d'années, cette concentration est restée stable à 280 parties par million. Je suis né en 1980, nous étions à 337 parties par million. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes à 420 parties par million. Donc ça donne le signe de cette accélération. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est bien d'apprendre à freiner. Alors précisément, l'ONU a dit cette semaine qu'on allait vers un scénario à 2,7 degrés supplémentaires d'ici à 2100. Le président Macron hier a réagi en disant que c'était un scénario dramatique. J'ai vu son tweet. Et que si on le voulait, on pouvait encore respecter les accords de Paris. On les rappelle, engagement en 2015, 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Ce que vous dites, vous, dans cet ouvrage, c'est que les accords de Paris, on oublie, personne ne s'est tenu à ces engagements et encore 2,7 degrés, c'est un scénario assez optimiste. Effectivement, c'est sûr que la faiblesse de l'accord de Paris, mais qui est une faiblesse inévitable, c'est qu'il n'est pas contraignant en termes d'objectifs de réduction d'émissions. Ça veut dire qu'on en est réduit pour le moment à une sorte de politique de promesse ou politique de résolution de Nouvel An, où les pays sonnent l'alerte, promettent qu'ils vont agir, mais ces promesses marquent un peu l'absence d'action. Et donc, le résultat, c'est qu'on a un objectif déclaré en commun dans l'accord de Paris, que vous avez rappelé, 1,5 degré et 2 degrés à la rigueur, mais que si l'on fait l'addition des engagements nationaux de différents gouvernements, le compte n'est pas là. Et que l'ONU a donc calculé que si tous les gouvernements aujourd'hui respectent ce à quoi ils se sont engagés, on arrive quand même à 2,7 degrés d'augmentation. Ça veut dire qu'il va falloir à la fois revoir ces engagements à la hausse et surtout les respecter. Et vous parlez de 4 degrés. Alors 4 degrés, c'est ce qui se passerait si nous n'agissions pas. C'est-à-dire que si nous restons sur la trajectoire actuelle, et malheureusement on ne peut pas exclure que nous restions sur la trajectoire actuelle, à ce moment-là, nous nous dirigeons tout droit vers un scénario à plus 4 degrés, où les impacts du changement climatique seraient évidemment décuplés et exacerbés. Alors ça ressemble à quoi, une Terre mais même à 2 degrés, à 2,7 degrés de réchauffement? Alors, ça veut dire que les épisodes de chaleur intense et donc les feux de forêt qui s'en suivent vont être multipliés par un facteur de l'ordre de 3 ou 4. Ça veut dire que les épisodes de précipitations intenses et donc malheureusement aussi les inondations, comme on les a connues en Belgique et en Allemagne cet été, vont également être multipliés par un facteur de 2 à 3. Ça veut dire que les sols vont se dégrader considérablement dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne, où un ménage sur 2 dépend de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. L'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est très vulnérable à toute variation de la température ou des précipitations. Et donc, ça veut dire qu'un ménage sur 2 risque de se retrouver sans ressources économiques. La question que vous posez dans ce livre, qui est à la fois un livre de géographie, mais aussi un livre très politique, c'est comment on fait face à l'irréversible. Je pense que pour faire face à l'irréversible, il faut d'abord accepter le fait
qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On fait le deuil. En quelque sorte, faire son deuil de l'idée d'un retour à la normale. C'est pour ça, et j'insiste beaucoup, sur le fait que le changement climatique, ce n'est pas une crise. On parle souvent de crise climatique en imaginant que ça va être comme le Covid, que ça va être quelque chose qui va apparaître soudainement, qu'on va traiter et puis qu'il va y avoir un retour à la normale. Le changement climatique, c'est pas ça, c'est une transformation profonde. Et donc, il faut apprendre à gouverner l'irréversible. Ça veut dire aussi prendre conscience de sa propre vulnérabilité par rapport aux événements climatiques extrêmes. Et on a bien vu, malheureusement, cet été en Europe, que nous étions encore dans ce mythe d'invulnérabilité qui nous conduisait à ne pas nous préparer à ces événements. Que valent, face à ces constats qui sont, je dois dire qu'à la lecture de votre livre, c'est difficile de ne pas être désespéré, que valent les comportements individuels? On nous dit d'éteindre, et on le fait d'ailleurs, de faire plus de vélo, d'éteindre l'eau de la douche quand on se savonne. Face aux mastodontes, vous vous rappelez que 25 entreprises dans le monde sont responsables à elles seules de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du monde. Est-ce que individuellement ça a un sens Bien sûr, parce que toutes ces entreprises ont des consommateurs. Et donc les actions individuelles sont les pays, ça représente entre 25 et 40% des émissions de gaz à effet de serre. En d'autres termes, si nous vivions tous comme Greta Thunberg, on résoudrait à peu près un tiers du problème. Ça veut dire que ça reste absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant si on n'additionne pas également certains leviers d'action collective. Et je crois que c'est ça vraiment l'enjeu aujourd'hui qui peut et doit nous donner espoir, c'est qu'il faut absolument mettre en parallèle nos choix individuels, et beaucoup de nos téléspectateurs savent ce qu'ils peuvent faire pour réduire leur empreinte carbone individuelle. Le défi maintenant, c'est de mettre ces choix individuels en adéquation avec nos choix collectifs, c'est-à-dire avec ce que nous pouvons faire ensemble et pas juste chacune de notre côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, par exemple, un levier essentiel, c'est le levier du financement. Aujourd'hui, les financements publics et privés pour les énergies fossiles représentent encore environ 6% du total de la richesse produite chaque année. Tant qu'il y aura de tels financements versés sous la forme de subventions publiques, mais également canalisés via l'épargne privée, il est certain que les énergies renouvelables ne seront pas concurrentielles. Aujourd'hui, dans le mix énergétique mondial, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'énergie consommée chaque jour dans le monde, 84% de cette énergie provient encore des énergies fossiles. Il faut absolument faire baisser cette part autour de zéro, sinon on n'y arrivera pas. Et le levier du financement, par exemple, est un levier essentiel à actionner. Alors c'est l'une des propositions faites en ce moment sur fond de campagne électorale ici en France par Europe Écologie Les Verts, et notamment par celle qui est arrivée en finale de la finaliste de la primaire qui s'appelle Sandrine Rousseau, dont on dit qu'elle est radicale. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une écologiste radicale, et est-ce que ces propositions sont recevables? Je pense que toute une série de propositions qu'elle fait dans la campagne sont effectivement très intéressantes et doivent pouvoir être entendues. Il est certain qu'elle se présente comme la candidate de défense des minorités, de populations qui ont été trop longtemps opprimées. Et je pense que c'est un thème important. Parfois, on reproche aux Verts de ne pas s'occuper suffisamment d'environnement. Il faut bien comprendre que l'environnement, c'est un tout. Ce n'est pas juste s'occuper des petits arbres et des petits oiseaux, mais que si on n'a pas une lecture politique et sociale de ces questions écologiques, on n'y arrivera pas non plus, et on va se retrouver avec des injustices politiques et sociales profondes comme celles qui ont déclenché la crise des Gilets jaunes. Vous disiez que ça serait vraiment un monde merveilleux si on vivait tous comme Greta Thunberg, qui a une vision pour le coup radicale mais ça ne suffirait pas. Des choses. Voilà, ça veut dire quoi concrètement? Assumer une écologie radicale, ça veut dire ne plus prendre l'avion, ça veut dire enlever son argent des banques classiques pour les mettre dans des placements plus propres, ça veut dire quoi? Certainement pas. Je ne pense pas qu'une écologie radicale soit une écologie où on n'ait plus le droit de ne rien faire, où il n'y ait plus la place pour aucun loisir, ni pour aucun voyage, même un voyage en avion. Par contre, une écologie radicale, à mon sens, c'est une écologie qui redéfinit considérablement les choix de société, qui redéfinit ce qu'on met derrière le terme de croissance. C'était aussi un sujet important dans la campagne des écologistes, et qui accepte que la manière dont l'économie est organisée aujourd'hui n'est pas durable et se heurte de plein fouet aux limites physiques de la planète. Est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question, savoir que les effets du réchauffement climatique vont peut-être d'abord toucher les plus vulnérables et peut-être les moins riches, change quelque chose dans la perception qu'on peut avoir de ces enjeux-là? Certainement. Parce que souvent, ceux qui ont les leviers d'action sont des gens qui appartiennent aux couches aisées de la population, qui sont également les plus responsables du problème. Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre proviennent des 10% de la population les plus riches,
Et je suis désolé de vous dire que vous et moi en faisons partie. Et nous ne serons pas les premiers touchés. Et nous ne serons pas les premiers touchés. Donc on a toujours l'impression que les impacts du changement climatique, ça va être pour les autres, pour des gens qu'on ne fréquente pas, pour des gens qu'on ne connaît pas, voire même pour des gens qui ne sont pas encore nés. Et donc je crois qu'il faut prendre conscience de cela. Il faut prendre conscience aussi du fait que ces populations risquent aussi d'être défavorisées par les mesures de lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, quand on réfléchit à la manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on a souvent une réflexion sur la technologie qui est souvent pour une technologie de riches et qui n'est pas accessible aux plus défavorisés. Il faut bien comprendre, et je crois que les événements de cet été nous le rappellent, qu'au final, si nous ne prenons pas cela en compte aussi, c'est la société tout entière qui va être touchée. Et surtout, il faut prendre conscience que nous devons réagir en tant qu'humanité et pas seulement chacun séparément, sinon on risque d'arriver dans des logiques survivalistes où chacun va chercher à se protéger, lui et les siens. Et donc faire humanité, je crois, c'est l'enjeu essentiel de l'Anthropocène et c'est la seule manière de gouverner l'irréversible. Merci beaucoup François Gemmen d'être venu ce matin sur ce plateau. Je vous conseille vivement la lecture de cet atlas de l'Anthropocène. Je le disais que c'était une lecture assez parfois déprimante, mais comme on dit, savoir ses pouvoirs, j'imagine. S'il faut donner à voir, et je crois que réaliser l'ampleur des transformations que nous avons causées, c'est peut-être le premier pas pour pouvoir y remédier. Merci encore. Merci. Bonne journée. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.